D'abord, je suis très content d'être avec vous ici à Agen et environ pour vous retrouver. De vous dire que moi, je me suis retrouvé aussi embarqué dans l'évasion fiscale et les paradis fiscaux pour la raison suivante, c'est que en 2012, à la Commission des Affaires étrangères, comme dans toutes les commissions de l'Assemblée nationale, au lendemain du changement de majorité et de gouvernement, il y a la mise en place des travaux des commissions, et c'est un plan de travail pour 5 ans. Et on répartit, par exemple, les rapports, les missions ou les commissions d'enquête parmi les membres de la commission des affaires étrangères, pour ce qui me concerne, puisque j'en suis membre. Et curieusement, alors ça se fait à la proportionnelle en fonction de la représentativité des uns et des autres. Je suis évidemment dans un groupe qui n'est pas très nombreux, hein, il n'y a pas la quantité, mais il y a la qualité. Donc, dans cette répartition, curieusement, François Assensi et moi-même, qui sommes les 2 membres de cette commission des affaires étrangères, on n'a pas eu de rapport à faire, pas eu de mission, pas eu de commission, ce qui n'est pas normal. On a été complètement ou oublié ou éjecté. Vous comprendrez qu'avec mon ancienneté dans cette maison, puisque je suis le plus ancien député de l'Assemblée nationale, c'est ma 39e année, eh bien, j'ai évidemment protesté auprès de mon président de groupe, mon ami André Chassaigne, qui était évidemment embêté, et qui a appelé la présidente de la commission, qui n'est autre que Madame Elisabeth Bigou, et puis le soir même, sur le quai de la gare du Nord, à Paris, vers 17h30, j'ai un coup de fil dans le brouhaha de la gare. C'est Elisabeth. Allô, c'est Elisabeth. Alain, excuse-nous, je suis confondu, c'est pas volontaire, enfin, il y a un peu le truc de faux cul habituel. Et elle me dit, bah, tu prends ce que tu veux. Alors qu'ils ont effacé les planchers pendant 5 mois au bureau de la commission pour répartir les tâches. Ah, bah alors, je dois te répondre tout de suite, bah oui. Bah, je dis, écoute, c'est très simple. Mon frère, il a fait le boulot, je vais prendre les paradis fiscaux, j'aurai moins de boulot. Hein, d'accord, c'est comme ça que ça s'est fait. Voilà. Et après, on nomme à la commission des affaires étrangères un binôme. Un député de l'opposition et un député de la majorité. Comme je suis ni l'un ni l'autre, ni dans l'opposition ni dans la majorité, ça posait déjà un petit problème. Du coup, quelques élus de la droite classique, disons, n'étaient pas trop chauds, m'a-t-elle dit, pour travailler avec moi. Pourtant, je me lave, je me rase, je mets de l'eau de toilette quand même. Hein. Et il y en a qu'un qui a accepté, dit-elle, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Eh ben, vote pour Nicolas Dupont-Aignan. Elle me demandait si ça me dérangeait. Eh ben, j'ai dit non. Et on a fait 6 mois, on a copiné à 2 pendant 6 mois. Nicolas Dupont-Aignan, en Suisse, à la commission de Bruxelles, à Londres, à la City de Londres, enfin tout, les mêmes voyages, sauf Jersey. Et puis on a découvert, alors nous, la mission d'information n'est pas le même pouvoir que la commission d'enquête. Hein. J'ai fait des commissions d'enquête sur la sidérurgie, sur le ferroviaire, sur les associations et autres. Là on jure pas, mais on voit tout le monde. Et on est allé partout et on a eu les mêmes ressentis de ce qu'a dit Éric. Alors évidemment, j'étais un peu inquiet parce que Dupont-Aignan, plus on avançait, plus il devenait révolutionnaire, plus que moi. Ça, c'est très embêtant. La concurrence était inquiétante. J'ai dit, il faut te calmer un peu, garçon. Mais il a fait un livre, il a produit un livre dont j'ai accepté de faire la préface, qui s'appelle « Les voleurs de la République », qui parle de cette mission d'information. Voilà. C'est comme ça que je me suis retrouvé là-dedans. Alors, on a fait un rapport. Éric a eu 2 rapports. Moi, j'ai un sur l'évasion fiscale et un autre sur le rôle des banques dans l'évasion fiscale. Et nous, on a fait un rapport qui s'appelle « L'évasion fiscale, passons des paroles aux actes ». Alors les rapports, Éric, c'est 3000 pages, moi c'est 500-600. Si vous allez sur le site du Sénat ou sur le site de l'Assemblée, vous allez les retrouver. Mais au bout d'1 page et demie, vous allez arrêter. C'est illisible, c'est évidemment des rapports parlementaires. Sauf qu'avec tout ce qu'on a découvert, dont vous a parlé Éric, et ce que j'ai découvert, on s'est dit à 2, on ne peut pas laisser ça entre nous, garder ça entre nous avec nos rapports sur les étagères. Il faut qu'on trouve le moyen de faire quelque chose de plus didactique, de plus accessible, pour le grand public, pour le faire partager à tous les citoyens possibles et imaginables. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'à mon avis, on est sur ce sujet à un tournant.
Et c'est ainsi qu'on s'est embarqué dans l'écriture de ce livre, qu'on a appelé « Sans domicile fisc », idée trouvée un matin à 3h30 du matin, et dans lequel, quand vous le lirez, le fond est gardé, sauf qu'on a trouvé une forme plus simple que les rapports parlementaires. On s'est fait aider par un ancien journaliste de la Vallée du Nord qui s'appelle Pierre Gometon, qui était aussi journaliste à la Chambre de commerce et de l'industrie de Valenciennes, qui a commis, alors que j'étais jeune député, des articles un peu cinglants sur votre serviteur, mais comme ma formation judéo-chrétienne m'amène à pardonner, je lui ai proposé de s'associer à notre travail pour donner un petit peu plus d'élégance à l'écriture. Ce qu'il a accepté, il est tombé dans les paradis fiscaux, et je peux vous dire, s'il était là, qu'il est complètement, comme nous, addict des paradis fiscaux. Et c'est ainsi qu'on a fait ce livre, avec 38 témoignages de tous bords. Michel Barnier, Lamassoure, qui est pas loin de chez vous, Nicolas Hulot, des lanceurs d'alerte, des représentants d'ONG, qui donnent aux livres, y compris un contenu de Montgolfier, pour l'ancien procureur de Valenciennes. Voilà, on a fait un livre le plus riche possible en informations, et on a essayé de montrer l'enjeu de cette affaire. Alors l'enjeu de cette affaire, c'est que, Éric l'a dit, la finance a pris le pouvoir dans le monde, au niveau de tous les gouvernements, de toutes les institutions, que les ministres, c'est des mannequins qu'on agite, je peux vous le dire, et qu'évidemment, ça permet au grand peuple de s'attaquer aux ministres, on en fait tomber les uns après les autres, on fait tomber les élections, les présidents de la République. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'il y a un nouveau phénomène qui arrive. C'est que maintenant, où les types ils sont battus, il reste que 5 ans, où ils n'ont même pas, le courage d'aller jusqu'au bout. Je me demande si on ne va pas rentrer dans un cycle où on aura un Gugus à l'Élysée une fois tous les 5 ans. Nous. C'est inquiétant pour la démocratie, vous allez me comprendre après. Donc c'est un vrai sujet. L'argent a pris le pouvoir. Le meilleur exemple en date est le récent aux États-Unis, où c'est un club de milliardaires qui vient de rentrer à la Maison-Blanche. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Vous avez, y compris dans l'équipe de Trump, 3 ministres ou secrétaires d'État qui arrivent de la banque Goldman Sachs, qu'il a lui-même vilipendé dans la campagne des élections. Plus des généraux, parce qu'il faut quand même serrer la vis. Et avec, comme première mesure, imaginez-vous dans quel basculement le monde va être, même le monde capitaliste. Le thème, c'est America First, c'est-à-dire rien que pour nous et Dieu pour tous. Première mesure, les premières mesures qu'il a prises, vous avez vu, l'Obamacare qui était une petite avancée de sécurité sociale, mais pas à la française, c'est nous qui avons la meilleure quand même, pour régler ce problème de 20% des Américains qui ne sont pas assurés. Vous savez qu'aux États-Unis, si vous avez un accident sur la route, on regarde tout de suite dans votre portefeuille si vous avez la carte d'une assurance qui va payer, sinon on vous file dans un dispensaire pourri, dans un fin fond de New York, et puis vous êtes soigné, mais par des gourous, d'accord ? Donc cette avancée-là, elle a été tout de suite remise en cause, c'est un de ses premiers décrets. L'environnement, la COP21, etc., allez vous faire foutre, du charbon, du gaz de schiste, l'oléoduc entre le Canada et le golfe de Mexique, et ensuite la fiscalité, on est à 35% pour les sociétés, on ramène tout à 15%. 20 d'un coup. Hein. Donc paradis fiscal. Il fait des États-Unis un paradis fiscal. Et en même temps, il propose à tous ceux qui sont partis un peu à l'étranger, 2500 milliards de dollars qui traînent à l'étranger, etc., de rentrer au bercail vite fait, bien fait, les fameux repentis, en leur disant vous n'aurez que 10% d'impôts à payer. Paradis fiscal aux États-Unis, avec comme cheval de Troie la Grande-Bretagne, qui, elle, est déjà organisée en tant que paradis fiscal, parce qu'il ne faut pas se leurrer, toutes les îles dont parle de l'ancien empire britannique, Eric, c'est le cœur, le moteur de cette affaire, c'est la City de Londres, la place financière mondiale la plus équipée et la plus forte. Hein, qui a d'ailleurs dans son conseil, il y a un conseil, il y a un conseil de la City avec des représentants cooptés. Vous avez Mittal, par exemple, mais vous avez aussi Poutine. D'accord ? Vous avez aussi Poutine. Donc, cette affaire-là, et d'ailleurs vous lirez dans le bouquin une interview qui a été faite de nous deux,
où on nous a posé la question, 5 jours après le référendum en Grande-Bretagne, parce que le bouquin s'écrivait, alors qu'à l'époque tout le monde disait la Grande-Bretagne va mourir, etc. Bon, il y a eu un rejet du peuple britannique, certes, c'est les électeurs qui votent pour rejeter le système de l'Europe actuelle, mais moi j'ai dit et répondu, vous le trouverez dans le bouquin, que c'était une chance pour la Grande-Bretagne et surtout pour la City de Londres, et c'était une chance pour les financiers britanniques, et qu'ils allaient pouvoir, en toute liberté, organiser leur paradis fiscal, comme ils ont toujours été, de toute façon, les Anglais, un pied dedans et un pied dehors. Hein, avant, ils avaient un pied dedans et un pied dehors, maintenant, ils auront un pied dehors et un pied dedans. Hein, en disant à l'Europe, écoutez, vous n'êtes pas contents, nous, on a le pognon, hein, allez vous faire voir, c'est comme ça que ça marche. Tout le reste, tous les types qui font un peu de musclette à Paris ou même à Hambourg ou autre, pour dire, non, c'est ça qui va se passer. Et tout ça en connivence, c'est elle, la première, Teresa, qui n'a rien à voir avec Mère Teresa, qui a été reçue par Trump ces jours-ci, la première, d'accord? Et le premier français, c'était Bernard Arnault, qui n'est pas élu par le peuple, mais il a des sous. D'accord? Première fortune du monde, de France, d'accord? Vous voyez un peu tout ce qui se dessine, là, il faut qu'on le prenne en compte. La finance a pris le pouvoir. Et elle a pris le pouvoir, donc elle tient tout, la corruption, y compris, elle blanchit l'argent sale avec un système industriel. Parce qu'effectivement, nous, on a en tête les valises, là, les types qui vont apporter les valises. Parce que même à Cahuzac, Depardieu, tout ça, c'est peanuts. Ça représente, sur le volume de l'argent qui est trafiqué, qui est valorisé, ça représente, 2%. Mais la finance qui vit sur elle-même, c'est ce qu'on explique dans le bouquin, c'est qui fait de l'argent pour l'argent, de l'argent y compris immobilisé, congelé ici ou là. Eh bien, parce qu'aujourd'hui, vous avez sur 100% de transactions financières dans le monde, hein, vous n'avez que 2% qui s'appuient sur l'économie réelle, hein, que 2% sur l'industrie et les services, tout ce qui fait du travail. Le reste, 98%, c'est les robots qui fonctionnent, qui tournent dans le monde 24 heures sur 24 avec les traders, hein, qui mettent leurs pattes, on y reviendra si vous voulez des éléments un peu techniques, et pour faire fonctionner cette machine qui est incontrôlable par la personne humaine, incontrôlable. Il faut savoir que le temps d'un clin d'œil, il y a 7000 transactions qui sont faites. Vous faites un clin d'œil, 7000 transactions. D'accord? On compte en nanosecondes, en picosecondes. Alors, nanosecondes, c'est 10 puissance moins 9 secondes. Ouais. Hein, vous mettez 0, 9 0 puis un petit 1. Et... Alors, attendez, je vais le brancher. Voilà. Parce que pour les chiffres, je ne suis pas très bon, je suis un peu de tendance crasue. Oui. Donc je ne sais pas lire un chèque. Il faut savoir que dans mon conseil municipal, quand on présente le budget, je parle en ancien franc, en nouveau franc et en euros. Et le budget est quand même voté à l'unanimité. Mais bon. Et la ville n'est pas en déficit. Donc. Et la ville n'est pas en déficit. Oui, alors donc nanoseconde, c'est 10 puissance moins 9. Hein, donc 0, vous mettez 9 0 et un petit 1 au bout. Et on est passé, il n'y a pas longtemps, à la picoseconde. Non pas parce qu'on picole. Hein. C'est 0, c'est 10 puissance moins 12 secondes. 0,12 0 et au bout un petit 1. Donc c'est le temps qu'il faut pour réaliser des transactions financières aujourd'hui dans le monde. Voilà. Donc je ferme la parenthèse, c'était pour aider mon frère qui mal avec les chiffres. Voilà. Donc ça va à un rythme fou. Nous ne sommes plus au temps du général de Gaulle qui s'indignait légitimement contre quelques spéculateurs, qui avait dit, en son temps, la politique de la France ne se fait pas à la corbeille. Vous savez, à la corbeille où les types avaient les mains criées, etc. Ça n'existe plus. Hein. Il n'y a plus de corbeille. Au moins, déjà à l'époque, le débat était déjà engagé sur le thème qui dirige le politique ou la finance. Déjà. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus de corbeille. La bourse de Paris, elle est en Angleterre. Elle est en Angleterre, on l'explique dans notre bouquin, parce qu'on se rapproche, techniquement y compris, le câblage, je ne rentrerai pas dans le plus près possible, de là où se jouent les décisions avec l'aide des robots. C'est impressionnant, c'est inquiétant, on ne maîtrise plus rien, et la finance, elle vit là-dessus.
Elle vit là-dessus, elle s'accumule, elle fait des bulles, on en reparlera, des bulles qui explosent. Il y en a une prochaine qui va exploser dans les 3-4 ans qui viennent, ça va être une catastrophe. On n'est même pas encore relevé de celle qui a commencé en 2008. Donc ce système du capitalisme financier. S'en inquiète même des ardents défenseurs du système capitaliste. Quand Stiglitz, ancien conseiller économique de Clinton, écrit un livre et qui dit à ces gars, vous allez trop loin, on va dans le mur, parce qu'il y a une vraie question qui est posée pour l'humanité. Il vient d'avoir le sommet de Davos. Avant chaque sommet de Davos, il y a l'ONG Oxfam, avec qui nous travaillons. Nous avons maintenant des relais dans tous ces milieux. Suite au travail qu'on a fait, on est reconnus, on les a auditionnés. On est devenu avec beaucoup de monde amis, j'y reviendrai, qui montrent des potentialités d'action en commun. Oxfam fait un rapport. Et là, ils viennent de révéler que les 8 multimilliardaires dans le monde, les 8 premiers multimilliardaires, possèdent une fortune équivalente à ce que possèdent 3,6 milliards d'êtres humains de la planète, c'est-à-dire la moitié de l'humanité. Donc d'un côté 8, de l'autre côté 3,6 milliards. En 2015, on est en 2016, c'est ce rapport sur 2016. Sur 2015, ils avaient fait le même rapport. On parlait de 62 multimilliardaires qui avaient l'équivalence de 3,6 milliards d'êtres humains. En 2015. Alors, ici, ils ont fait, parce qu'ils font une affiche, ils les ont mis dans une voiturette de golf, là, vous avez vu les voiturettes de golf où les types ils se baladent sur les greens. La fois d'avant, c'était un bus, je ne sais pas si c'était un bus Macron, mais c'était un bus, 62 types dans un bus. Et en 2010, c'était 388 multimilliardaires. Là, c'était un Boeing. Et ils écrivent même dans leur rapport, et c'est des gens sérieux, il y a des experts derrière ça, que si cette logique continue, dans quelques années, 4-5 ans, il n'y en aura plus qu'un qui, lui, rencontrera sa fortune en milliards de milliards. Et si on imagine qu'il dépense une fois par jour, chaque jour 1 million d'euros, s'il dépense chaque jour de sa fortune 1 million d'euros, il lui faudra, dit le chiffre exact, 2738 années. Pardon, il faut qu'il en mange des steaks. Hein. D'accord? C'est ça la réalité du monde aujourd'hui. C'est ça la réalité. C'est pas de l'anecdote. Cette logique-là, elle est angoissante, inquiétante. Nous ne pouvons pas, qui que nous soyons, ne pas non seulement réagir, ne pas mobiliser toutes les forces possibles et imaginables pour changer cette logique et faire en sorte que se renverse le rapport de force. C'est une nécessité humaine et de progrès de l'humanité. C'est la raison pour laquelle on a décidé de faire ce livre et pour essayer de créer un tournant, nous n'avons pas de prétention, parce que pour l'instant, toutes ces questions-là, ce sont des questions gérées par des initiés. Depuis une vingtaine d'années, 25 ans. Avant, c'était un peu l'image d'Épinal, des types qui allaient planquer leur fric en Suisse. Personne s'en est occupé, certains même en rigolaient. Mais là, avec la mondialisation, la financiarisation totale de l'économie, il y a une tyrannie de la finance qui s'applique, et que si on ne change pas ça, on va laisser à nos enfants et nos petits-enfants un monde effroyable. On ne va pas ce matin, vous allez voir, beaucoup de monde, vous allez voir le blues un peu, hein, on s'excuse. Vous allez dire où on va, vous allez sortir d'ici, boire une bouteille de whisky parce que vous allez dire c'est pas possible. Ou du café, pour ceux qui ne boivent pas d'alcool. Mais, et jusqu'à la 163e page de notre livre, il y a de quoi se demander s'il ne faut pas se prendre. D'accord? Mais, après, l'horizon s'ouvre. Mais il faut qu'on s'y mette tous. C'était, donc je disais, un monde d'initiés. D'abord les ONG. Il y a eu d'abord les ONG, l'une des premières c'est CCFD Terre Solidaire, hein, le comité contre la faim dans le monde, catholique, le comité catholique contre la faim dans le monde, qui se sont aperçus, parce que les pays du Sud sont les
les plus grandes victimes, qu'en aidant dans la lutte contre la faim, eh bien, il y avait un vrai problème d'évasion fiscale, y compris à partir des matières premières, je passe, etc., et qui se sont engagés. Donc, toutes ces ONG internationales. Ensuite, mais ça, c'était quand même minoritaire. Ensuite, il y a eu les lanceurs d'alerte. Chapeau pour les lanceurs d'alerte. Nous, on les côtoie, on est devenus amis, évidemment, même si on n'a pas les mêmes opinions sur tout. Je ne citais que, bon, il y a Antoine Deltour, mais on peut citer Nicolas Forestier, qui est prêt d'ailleurs à venir à tout moment pour des débats. Voilà un gars qui est un homme d'une droiture remarquable, plutôt de droite, disons, pour être clair, mais républicain, un homme de la République, contrôleur officiel des comptes de l'UBS, parce que l'UBS, la grande banque suisse UBS internationale, parce que chaque banque est obligée, par la loi, d'avoir des contrôleurs à l'interne, hein, pour voir si tout ce qui se fait est dans les clous. Il découvre, lui, la double comptabilité, notamment d'UBS, et il se doit de le dénoncer, bien sûr, de faire un rapport. Alors on le convoque, on lui dit, écoute, on te donne 1 million. 1 million d'euros, là je parle en euros. 1 million d'euros. Et puis tu écris 3 lignes en disant que tu t'es planté. Ah, le mec il dit non, je ne suis pas planté. Moi. Eh ben écoute, dehors, menace, un jour si vous le faites venir, on va raconter sa vie. J'ai d'ailleurs soufflé dans l'oreille de ce Costa Gavras, qui est un ami, de faire un film sur l'idée d'un lanceur d'alerte. Parce que ça, c'est quand même une vie qui n'est pas... Et puis les types, ils se retrouvent tout seuls. Hein. Ils n'ont pas le syndicat, ils n'ont pas tout ça, ils sont tout seuls un peu. Ils ont osé. Et puis après, ils doivent payer les avocats. Et lui, ça fait combien que ça traîne? Depuis 2009. Depuis 2009. D'accord? Donc, les lanceurs d'alerte, qu'il faut aider, qu'il faut soutenir. Ensuite, il y a eu quand même, pour populariser cette réalité inadmissible, le courage de journalistes d'investigation qui se sont organisés au plan mondial pour révéler tous ces scandales qui se sont succédés, dont on a parlé, LuxLeaks, etc., qui ont quand même porté le problème sur le grand public. Et le grand public, il est un peu comme une poule qui a trouvé un couteau. Il se dit, de toute façon, ils sont tous pourris, et on nous met dedans. Ou alors, on n'y arrivera jamais, c'est impossible. Donc, on fait le gros dos. Et ensuite, il y a eu quelques parlementaires qui ont fait des rapports, mais si ces rapports iraient sur l'étagère de l'Assemblée nationale et du Sénat, il n'y a pas d'intérêt. Donc ce bouquin, comme l'a dit notre ami Jean Sigler, qui a accepté de faire la préface, est une arme utile dans le combat contre l'ordre cannibale que l'on vit aujourd'hui. Alors, pour avancer, on a les propositions qui ont été écrites dans les rapports respectifs. Ça fait environ, entre celle du Sénat et la nôtre avec Dupont-Aignan, 120, 130 propositions de solutions, mais quand on regarde ces solutions, elles sont bien. Renforcer évidemment le contrôle fiscal, etc., etc. Une qui est importante chez nous, c'est le fameux verrou de Bercy. On est le seul pays au monde où on ne peut pas mettre en tôle un type qui a triché avec le fisc. Il n'y en a aucun. Et vous en verrez aucun. Même le dernier en date, c'est le fameux procès Wildenstein, hein, ils doivent 500 millions au fisc, au Bamon. Hein. Ça traîne depuis 10 ans. Alors évidemment, ces trucs qui explosent, là, c'est souvent à cause de divorce. Hein. Si vous êtes très riche, il ne faut pas divorcer, sinon, évidemment, l'affaire Wittgenstein, c'est ça. Hein. Il y en a une qui n'a pas eu... Parce que c'est une des femmes du vieux Wittgenstein qui est mort, et puis ils sont riches comme Trésus, hein. Ils ont des îles et tout ça. Et puis quand elle a réclamé sa dot, les mecs ils ont dit bah non, nous, les fils ils ont dit bah non, il n'y a plus de rond, on est à sec. On est à sec, il n'y a plus de rond, il n'y a plus rien. Donc avec les trusses, il a tout planté dans les trusses, donc il n'y a plus de rond. D'accord. Donc évidemment, elle est allée en justice, et puis voilà, t'as pas de frac. Sauf que là, au tribunal, le président il a dit relaxer parce que la législation, elle n'est pas. Voilà. Donc, parce que le verrou de Bercy, c'est lui qui décide. En gros, Cahuzac, à la tribune, que vous voyez par là, la tribune marquée lutte contre la fraude fiscale. C'est le seul, avec ses services, qui peut décider de mettre ou non Jérôme Cahuzac, c'est le seul de mettre Cahuzac Jérôme en justice, parce qu'il y a un compte en Suisse ou à Singapour. C'est encore comme ça aujourd'hui.
Et je vous raconterai après, on fera après, parce qu'on va être trop long, il faut qu'on débatte, vous allez voir, on n'a pas mangé encore, hein, vous allez voir. On n'a pas encore mangé. Parce qu'on a tellement de choses à vous raconter. Donc, on s'est dit, il faut qu'on ait un acte fort, parce que ce fléau, il n'est pas seulement national, il n'est pas seulement européen, on vous parlera de l'harmonisation européenne indispensable, c'est un fléau mondial. Un fléau mondial. Et on ne va pas se raconter d'histoire entre nous, moi je ne suis pas un baratineur, il y en a pour une génération. Hein. Le combat, si on décide de le mener, pour le gagner, il y en a pour une génération. Notre livre, on l'a dédié à nos petits-enfants et aux petits-enfants du monde, à ceux qui naissent aujourd'hui. Si on ne fait pas ce boulot-là, si on ne commence pas à inverser le rapport de force, l'horreur. L'horreur. Donc, c'est un combat de longue haleine. C'est pas pour les élections prochaines, hein, même s'il faut en parler, ni pour les élections suivantes. C'est un combat pour l'humanité. Et on a eu cette idée, toujours 3h du matin, on s'est dit, mais il y a une COP, on peut discuter de la COP, pour l'environnement, sauf que quand même, chaque année, tous les États, les parlementaires, les experts, les ONG, les associations, 4-5 000, ils se réunissent pour parler du sujet et pour qu'on lutte contre les gaz à effet de serre qui font des trous énormes dans la couche d'ozone. D'accord ? Ah, il y a des stratégies, après il y a des types qui n'appliquent pas les règles, mais il y a au moins une stratégie mondiale, sous l'égide de l'ONU. Sauf que dans le système financier mondial, avec l'évasion fiscale, l'évitement fiscal, les paradis fiscaux et autres tricheries fiscales, c'est pas des trous, c'est des gouffres et des cratères qu'il y a dans la couche financière mondiale. L'argent, tout cet argent dont on parle, qui pourrait servir au développement humain, à relancer, à lutter contre la faim dans le monde, à développer l'humanité. Moi, je suis contre le slogan « l'argent, nerf de la guerre ». Je veux que l'argent devienne le nerf de la paix. C'est le sens de notre combat. C'est un combat long, mais indispensable à cette époque-ci. Nous sommes à la croisée des chemins. Et ça ne peut pas rester un domaine d'initié, il faut que tout le monde s'y mette. On vous donnera dans le détail ce qu'on peut faire éventuellement, puis au début, puis quand on se met en mouvement, l'imagination est au pouvoir. On ne peut pas laisser la finance dominer, diriger, écraser. Alors, on a proposé une COP. Une COP a décidé à son contenu, mais où tout le monde est associé. Pour l'instant, l'argent, il est géré par ceux qui le détiennent, les grands banquiers, les banquiers centraux, les milliardaires. Il est pris en compte, parce qu'ils ont été obligés après la crise de s'en occuper, par le G20, et le G20, G7, G20, c'est les pays les plus riches du monde. Par l'OCDE qui a fait des travaux intéressants, on le note dans notre bouquin, mais limités, c'est 38 pays. On est près de 200 pays dans le monde. Pour les pays du Sud, c'est circuler, rien à voir. Il faut que tout le monde soit autour de la table. Tout le monde ait le droit de citer, voix au chapitre. Et pas seulement les États, évidemment les banquiers, mais aussi les syndicats, mais aussi les ONG, mais aussi les experts, mais aussi les parlementaires, qu'il y ait un vrai débat public. Parce qu'il y a au moins le mérite dans cette histoire des COP, de la COP environnementale, c'est qu'au moins on en parle. Que les gens, après on n'est pas d'accord les uns les autres, mais on en parle. Là c'est une question taboue. On est frileux, on ne sait pas quoi faire. Et bien, il faut qu'on s'y mette. C'est le sens du message qu'on veut faire passer, en faire une question de citoyenneté. Évidemment, les vieux routiers que nous sommes et ceux qui militent depuis 45 ans, ils peuvent dire « Purée, encore du boulot, on n'est pas au bout du boulot, comme je suis plus près du tombeau que du berceau, je ne verrai pas ce qui va arriver demain. » Mais même si on ne voit pas ce qui va arriver demain, on ne peut pas laisser à nos enfants un monde pourri et décadent. Donc, on a cette obligation politique et morale de mener ce combat. C'est le sens de nos propositions. Je ne vais pas être plus long, mais quand même, la COP, qui est initiée par le bouquin, on n'a pas déposé ça au droit d'auteur, hein, on est quand même assez fiers, mais fiers, pas une fierté militante, hein, pas une fierté personnelle, parce que cette idée, elle avance. J'ai ici le rapport du 18 décembre du Conseil économique et social et environnementale de la République, c'est une organisation officielle, où il y a eu un rapport présenté par Antoine Dulin, qui a été adopté à l'immense majorité par tout le Conseil économique et social et environnemental. Donc c'est devenu une décision de la République, et dans laquelle ils disent, parmi leurs multiples propositions,
eh bien qu'au plan international, la France doit porter l'organisation d'une COP fiscale, conférence des États, etc., etc. J'ai, au nom de mon groupe, déposé une proposition de résolution pour, justement, une conférence des parties, la COP, de la finance mondiale, l'harmonisation et la justice fiscale. Elle est en cours de débat à l'Assemblée nationale, adoptée à l'unanimité par la Commission européenne, adoptée par la Commission des finances où je suis allé rapporter, ils étaient tous nombreux, à la majorité avec l'opposition de droite ne participant pas au vote, donc laissant faire. Il n'est pas impossible que le 2 février au matin, l'Assemblée nationale française décide d'adopter une résolution pour une COP mondiale. Ça deviendrait, du coup, une idée française. Après, il faut aller la porter auprès de l'ONU. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il faudra la soutenir. On envisage même, nous deux, d'aller à l'Élysée. J'espère qu'il nous paiera un petit verre, grand-père, parce qu'il n'a pas trop de boulot en ce moment, pour lui dire, avant de partir, toi pour qui la finance c'est l'ennemi, tu pourrais donner un petit coup de pouce à notre proposition qui vient d'être adoptée par l'Assemblée pour que la COP fiscale et financière puisse se tenir. Voilà. Donc, mener un compte. Ça veut dire que et ça sur 6 mois. C'est-à-dire que parce que, je ne l'ai pas dit, mais les rapports qu'on a proposés et au Sénat et à l'Assemblée, ils ont été adoptés à l'unanimité de tous les députés présents et dans les commissions d'enquête, et moi à la commission des affaires étrangères. Parce que c'était pas... Et alors, je dis ça à des copains, ils disent « Oh, mais j'ai des faux culs, il est de droite... » Non, non. Ça participe aussi d'une angoisse de tous ces gens, même ceux qui défendent le système libéral, qui voient bien que il y a quelque chose qui cloche. Alors, voilà, chers amis, je vais m'arrêter là, simplement pour conclure mon premier propos. On n'a pas fini, on va en parler. La semaine dernière, enfin cette semaine, début de semaine, mardi 24 janvier, on a reçu plein de SMS, Eric il m'envoie un SMS le matin, il dit, il paraît qu'il y a un article sur le bouquin dans Les Échos. Les Échos, c'est le journal patronal, qui est bien fait, techniquement. Et effectivement, ils ont fait un article, chaque jour il y a un livre, Le fléau mondial de la fraude fiscale. Bon, il dit, il commence comme ça, on est des cocos, c'est des communistes quand même. Bon, mais on met en lumière les côtés obscurs de la finance, de l'ombre. Évidemment, on critique, etc. Mais il ne peut pas faire un article en disant qu'ils sont formidables, ces mecs-là. Mais il conclut de la manière suivante. Le Julien Damon. Julien Damon, je le connais un peu comme journaliste. Bon, il ne mange pas un coco tous les matins, mais de temps en temps, quand il a faim, il y va. Alors, il conclut comme ça. L'intérêt. On aurait tort de s'arrêter seulement aux détails et aux attaques de nous. L'analyse est implacable. La fraude corrompt tout et le combat doit nécessairement s'intensifier. Une lutte dans laquelle la droite, qu'elle soit conservatrice ou libérale, devrait bien davantage s'investir. Donc, c'est l'hommage du vice à la vertu. Et c'est pourquoi il faut être confiant, conquérant, pour ce combat humaniste, rassembleur, qui peut nous permettre de marquer, dans nos combats respectifs pour une société plus juste, plus fraternelle et plus libre, des points. Voilà une partie de ce que je voulais vous dire.